Entré dans la politique par le biais du journalisme, pendant qu'il était encore directeur de Fraternité Matin, le seul quotidien d'alors, Laurent Dona Fologo a passé 22 ans de gouvernement, travaillé avec 3 des 4 présidents qui se sont succédés au pouvoir en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, Aimé Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Très légaliste, Laurent Dona Fologo a refusé tout poste sous le Conseil national de salut public du général Robert Guèye, venu au pouvoir par un coup d'État. À 70 ans aujourd'hui, Laurent Dona Fologo, l'actuel président du Conseil économique et social, est un puits intarissable de savoir, surtout de la politique ivoirienne qu'il a pratiquée pendant plus de 40 ans. Ceci de par sa position au sein du PDCI RDA, parti unique d'alors, dont il a été successivement membre du bureau politique, secrétaire général et président par intérim. Il a été l'un des artisans de la mort de l'apartheid à l'Afrique du Sud, où il a prôné le dialogue cher à son mandant Félix Houphouët-Boigny. Dans cet entretien à 2 volets, dont la première partie a déjà été diffusée sur les antennes de la RTI, Laurent Dona Fologo dévoile les vraies origines de la crise que vit son pays depuis plus de 10 ans. Devoir de mémoire avec Laurent Dona Fologo. Compte tenu de notre constitution que vous savez, et qui prévoyait qu'en cas de malheur, en cas de disparition du président de la République, c'est le président de l'Assemblée qui devient le président de la République de Côte d'Ivoire, sans autre forme de procès. À cette époque, il n'y avait même pas de prestation de serment. Il n'y avait pas une structure, une institution qui déclarait que vous devenez président de la République. C'était automatique. C'est-à-dire, logiquement, celui qui a annoncé le décès du président Houphouët-Boigny devrait ajouter, chers compatriotes, comme vous le savez, et comme le prévoit la Constitution, le nouveau président de la République s'appelle le président Henri Konan Bédié. Il fallait que cette phrase aurait dû être ajoutée à l'annonce du décès du président par son premier ministre d'alors, M. Alassane Ouattara. Ça n'a pas été fait. Vous verrez plus tard pourquoi. Après avoir annoncé le décès du président Houphouët-Boigny, comme vous le savez, le 7 décembre 1993, au journal de 13 heures, en ne précisant pas la suite des événements, le même jour, vers 17 heures, je vous le dis, un communiqué de la primature informe les Ivoiriens que le gouvernement Ouattara, Premier ministre, expédie les affaires courantes en attendant une décision de la Cour suprême. Alors, ce bout de phrase a secoué tous les esprits parce qu'il n'était prévu nulle part l'intervention de la Cour suprême dans cette affaire. C'est-à-dire que personne ne devrait dire qui succède ou bien investir le nouveau président. Rien à l'époque, rien. Lorsque le président Houphouët-Boigny, malade, a été ramené de Genève, son dernier séjour en Europe, où il était soigné, de Genève à Yamoussoukro, j'étais à l'aéroport à Yamoussoukro, en compagnie de mes aînés, Ali Ali, Jean Konabani, Serigne Leba. Le Premier ministre était là également. Je dois vous dire que lorsque l'avion du président Houphouët-Boigny a atterri à l'aéroport de Yamoussoukro, aucun d'entre nous, je dis bien aucun d'entre nous, n'a eu accès à l'avion. Nous ne l'avons pas vu, le président. Quelques jours après, le Premier ministre m'appelle
en tant que secrétaire général du PDCI. Elle me dit, mais ça fait un moment, on ne se voit pas, on n'a pas échangé, etc. Il faut qu'on se voit. J'ai dit, mais vous êtes le Premier ministre, vous qui allez voir le président, vous revenez. Bon, nous sommes là, n'avons pas beaucoup de nouvelles. Si vous souhaitez qu'on se rencontre, il n'y a pas de problème. Elle a dit, bon, ce soir, venez, on se rencontre à 21h. Ce jour-là, c'était un vendredi, je me suis rendu chez le Premier ministre à sa résidence. Il était en compagnie de Big Togo Adama, son ami, qui est là, qui est vivant. Il m'a dit, bon, le président est mal en point. D'après les médecins, vraiment l'issue est presque fatale. Alors, il ne faut pas attendre que les événements arrivent avant de savoir ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je t'ai appelé pour qu'on parle de cela. Je réponds au Premier ministre devant son ami, mais je ne vois pas l'objet de cette question. Parce que moi, en ce qui me concerne, la situation est très claire. La première chose, je demande à Dieu s'il peut encore de donner quelques jours de vie à notre patron. Mais si le pire devait intervenir, en ce qui me concerne, c'est très clair. La constitution de la Côte d'Ivoire est formelle. La succession ne pose aucun problème en Côte d'Ivoire. J'ai rappelé cela avec d'autant plus d'assurance que un mois avant d'aller sur Genève, le président Houphouët-Boigny était à Paris, à Masra. Il sortait de l'hôpital et m'a convoqué à Paris. Il y a des témoins. Quand je suis arrivé à Paris, ce jour-là, il y avait dans le salon du président Houphouët-Boigny, évidemment M. Ouigné, M. Essi Amara, ministre des Affaires étrangères à l'époque, le Premier ministre, mon frère Bala Keïta, paix à son âme, était là. On m'a dit que le président Houphouët m'attend dans sa chambre là-haut. Je suis donc monté. Il m'a gardé 19h à 22h. Je n'ai pas de témoin, je n'ai pas enregistré ce qu'il m'a dit, je n'ai même pas écrit, j'ai écouté tout simplement. L'un des points importants que j'avais retenu, deux points que j'avais retenus. Le premier, c'est que s'il lui arrivait quelque chose, il faut strictement appliquer la Constitution. C'est la seule manière de passer, d'assurer une succession pacifique, sans effusion de sang. Il a insisté sur ce point. Le second point, il m'a dit, si Dieu me donne la force de revenir au pays, il y a de grands changements en vue. Il ne m'a pas dit lesquels. Elle m'a affirmé ça. Je supprimerai notamment la carte de séjour. C'est ce jour-là qu'il me l'a dit de sa propre bouche. Et il m'a expliqué pourquoi. Ce serait trop long à vous expliquer. Voilà. Donc, après cela, lorsque revenu, parce qu'après Paris, il est allé sur Genève, de Genève à Yamoussoukro. Et lorsque le Premier ministre m'a posé la question,
de la succession, j'ai donc été affirmatif. Non seulement parce que la Constitution était claire sur ce point, mais je venais de recevoir, d'avoir cet entretien un mois avant, qui m'avait édifié sur la volonté du président. C'était pour moi comme un testament. D'ailleurs, après cet entretien, je n'ai plus revu le président vivant. Puisque après Paris est allé sur Genève, de Genève à Yamoussoukro, je vous ai dit qu'on n'avait pas pu le voir. Donc en ce qui me concerne, j'ai considéré cet entretien comme un testament de Houphouët-Boigny. Sur ce point, je n'en dirai pas plus. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Premier ministre m'a posé ce problème de la succession, j'ai été très clair. Parce que la Constitution, révisée plusieurs fois, avait toujours affirmé ce point qui était essentiel, vu l'âge du président Houphouët-Boigny. Nul n'est éternel. C'était donc un vendredi, j'ai été ferme sur ma position. Le lendemain, samedi, à 11h, je reçois un appel du président Yassé. Vous devez savoir que dans cette affaire, le président Yassé, paix à son âme, notre doyen, et le Premier ministre étaient du même bord, étaient dans connivence. Le président Yassé, pour des raisons différentes, il a été quand même président de l'Assemblée nationale pendant près de 20 ans, plus de 20 ans, secrétaire général du PDCI, il avait beaucoup soutenu, aidé le président Houphouët-Boigny. Donc, il se voyait un peu comme le dauphin aussi. Donc, lorsque il a perdu ses postes en 1980, après le congrès du PDCI, cet humain, il n'était pas évidemment très content. Mais ce que j'ai admiré chez ce doyen, c'est qu'à aucun moment, il n'en a voulu au président Houphouët-Boigny. Il n'a pas trahi, il n'a pas quitté le PDCI. Et il a rejoint tranquillement son petit poste de député maire de Jacquesville. Et il venait à l'Assemblée nationale, lui qui était président, s'asseoir au fond de l'hémicycle comme tout le monde. J'ai admiré cela. Donc le samedi, pour en revenir à cet épisode, le président Yassé m'appelle à Biétry, chez lui. Dès qu'on m'a dit que le président Yassé m'appelle, j'ai compris. Parce que je suivais les affaires tout de même. Il a essayé de mettre la pression sur moi, parce que lui et le Premier ministre étaient d'accord sur ce qu'il proposait et qui empêchait M. Bédié, président de l'Assemblée nationale, d'accéder au poste de président de la République, conformément à notre Constitution. C'est ce que j'ai refusé. Or, pour contourner cette difficulté, personne ne pouvait convoquer le bureau politique du PDCI en dehors de moi, à cette époque-là. Parce que le président du parti, étant empêché, dans les conditions où il était à Yamoussoukro, il n'y avait pas de vice-président. C'est le secrétaire général, c'est dans nos statuts, et lui seul qui peut convoquer le bureau politique. Évidemment, c'était pour moi une carte très importante. Alors, le président Yassé, voyant que je ne marchais pas dans ce que je pourrais appeler un petit complot, tout de même, c'est un complot entre eux, je ne marchais pas, ni devant le Premier ministre, ni devant Yassé. J'ai eu le courage de dire non, je ne marche pas. Donc, bloqué, le président Yassé convoque au Conseil économique et social, dont il était le président, pratiquement les membres du bureau politique, mais de façon nominale. Ils ont voulu contourner la difficulté. Les personnes dont les noms suivent
sont priés d'assister à une réunion au Conseil économique et social tel jour, signé Philippe Yassé. Donc, c'était pratiquement, la plupart étaient, 80% étaient les membres du bureau politique. Donc, les convoquants nommément, c'était son droit. Les gens sont venus à cette rencontre. Je ne voulais pas aller à cette réunion parce que je savais ce qui se tramait. Mais un aîné, le président Serigne Oleba, 1 heure avant la réunion, m'a appelé chez moi. Il m'a dit, mais Laurent, tu viens à la réunion, à cette réunion ou pas? J'ai dit non, je n'ai pas l'intention d'y aller. Il dit non, il faut que tu viennes. Il faut y aller parce que si demain tu convoquais les bureaux politiques et que ces gens disent, quand on le convoque, il ne vient pas, pourquoi nous allons aller à sa réunion? Tu vas tuer les partis? Il faut aller à la réunion. Je me suis levé, je me suis habillé rapidement, je suis allé à la réunion. Cette réunion, j'ai le regret de le dire, a été un échec. C'est là où il a dit, on ne se bat pas au chevet d'une mère malade, il y a le feu dans la maison. Le président Houphouët-Boigny m'a demandé de réconcilier les Ivoiriens. Et je vois des gens qui se battent pour le fauteuil, c'est pas le moment, etc., etc. On a écouté ce discours et honnêtement, personne n'a rien compris. Parce qu'il ne voulait pas dire clairement les choses. Il a dit il faut réconcilier. Nous demandons quels sont ceux qu'on doit réconcilier. Le président Bédié était à Yamoussoukro, chevet du président Houphouët, malade. Le Premier ministre n'était pas à la réunion. Alors nous avons eu l'impression que la balle qui se jouait là était lancée en dehors des vrais acteurs. Donc la réunion a été un échec parce qu'il avait demandé un communiqué à cette réunion. On a refusé, l'Assemblée a refusé. C'est pourquoi ce même jour, 1er décembre 1993, si vous calculez bien, c'était 1 semaine avant la mort de Houphouët-Boigny. Cette réunion s'est tenue au Conseil économique, la réunion du président Yassé, à 10 h le matin. On a fini vers midi, sans succès. Je suis parti à mon bureau et j'ai convoqué le bureau politique conformément à nos statuts. Donc le même 1er décembre 1993, à 16 h, j'ai convoqué le vrai bureau politique, officiellement, conformément à nos statuts. Le Premier ministre, pour lequel j'avais fait réserver évidemment une place d'honneur, à 15 h 45, a envoyé à dépêcher un émissaire auprès de nous, au conseil, à la maison du PDCI, pour s'excuser. Il a dit qu'il venait de rentrer du bureau et qu'il ne pouvait pas assister à la réunion. En tout cas, je l'avais invité. Afin d'éviter tout équivoque. Donc, il n'est pas venu. Nous sommes allés à la réunion, la salle était pleine à craquer. Comme si Houphouët-Boigny lui-même entrait dans la salle du bureau politique. Debout, et m'accueille par une salve d'applaudissements que je n'ai jamais eu. J'ai compris que les gens savaient qu'on jouait là une partie très difficile et très importante. Et c'est là, c'est au cours de cette réunion que, en ma qualité de secrétaire général, j'ai demandé au bureau politique
le président Houphouët est très malade, prions pour lui. Si Dieu peut lui donner encore quelques jours, ce serait tant mieux. 2, au cas où, parce que c'est un mortel comme tout le monde, au cas où Dieu le rappelait, que les choses soient claires entre nous, c'est l'application intégrale et stricte de la Constitution. Le président de l'Assemblée, en exercice, devient président de la République. Et toute la salle, debout, acclame cette proposition. Elle a été tellement forte que notre doyen Hucher Assouan, paix à son âme, s'est levé, a demandé la parole et a proposé au bureau politique, et je le cite, il dit le discours, la déclaration de notre secrétaire général est si ferme et si claire que je propose au bureau politique de la transformer en motion du bureau politique. C'est-à-dire le même discours, mais rédigé sous forme de motion, qui engage tout le monde. Et tout le monde d'acclamer et d'adopter cette proposition. Voilà comment, pour moi, nous avons évité le coup d'État civil qui se préparait, ce que j'ai appelé le complot, qui nous aurait entraîné, je ne sais vers quelle dérive. Parce que dès qu'on sort de la Constitution, toutes les dérives sont possibles.